Alors, cette année, les récoltes sont un peu maigres pour Halloween, mais n'empêche, tout ce sur quoi je suis tombée, la plupart, c'était des pépites. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de tous ces dramas et de tous ces livres. Buck it up, guys, je vous embarque avec moi pour mon Halloween 2025 et on va parler de dramas et de livres à vibes spooky. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne. Je viens parler de dramas asiatiques, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Depuis le début du mois d'octobre, genre deuxième semaine du mois d'octobre, j'essaie de me faire peur de toutes les manières possibles en regardant des dramas sur Netflix ou en lisant des livres qui fassent un peu peur. Donc ça fait plus d'un mois actuellement que je suis un peu dans ce mood-là et je trouvais important de vous faire un récap quand même de ce que j'avais pu lire pour vous parler des pépites quand même sur lesquelles j'étais tombée. On va rester sur un système de notation comme les années précédentes avec les étoiles et les citrouilles. Les étoiles donnant en fait la notation pour les histoires. 1, c'est que l'histoire n'est pas terrible. 2, ça va. 3, ça commence à être intéressant. 4, c'est vraiment pas mal du tout. Tentez votre chance. 5, c'est vraiment excellent, il n'y a rien à redire. Et pour le côté frisson, les citrouilles, une citrouille voudrait dire que l'histoire ne fait pas trop peur. 2, bon, on commence peut-être à avoir un tout petit peu peur. 3, bon, vous aurez peut-être du mal à dormir quelques nuits. 4, vous allez peut-être pas vouloir dormir seul parce que c'est trop flippant. Et 5, déménager de chez vous le temps d'exorciser l'appartement où vous avez vu l'œuvre en question. J'ai gardé les choses assez simples et je vais vous parler que de 2 catégories. Une catégorie drama, puis après une catégorie livre. Donc, on va commencer par les dramas, après on va finir sur les livres. Et ne vous inquiétez pas, je vais glisser la timeline en fait de tout ce que j'aborde normalement dans la description pour que vous puissiez jumper sur les contenus qui vous intéressent, que ce soit le contenu drama ou le contenu livre. Donc voilà, on est parti pour que je vous parle de comment s'est passé mon Halloween 2025. Let's go! Dans la catégorie drama, le premier drama que j'ai fini, c'est Alice in Borderland, la saison 3. Elle était sortie, je pense, 2 semaines avant Halloween et honnêtement, je me devais de regarder ce drama vu que j'avais déjà vu la saison 1 et la saison 2 et que la saison 3 était censée être une conclusion en fait de cette histoire de Alice in Borderland. Bref, on est sur un drama qui reste dans les thématiques de la saison 1 et la saison 2. On est sur des survival games avec des jeux de la mort, un univers alternatif où des personnes sont projetées et doivent vraiment faire tout pour essayer de suivre à des jeux mortels, c'est-à-dire tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie limite. On est sur ce genre de prémisse. Alors dans la saison 1, on nous introduisait les personnages qui étaient catapultés dans le monde alternatif, on nous présentait les jeux, donc voilà, c'était tout nouveau, donc c'était vraiment un truc qui a pris de ouf. Et honnêtement, la saison 1 en termes de saison qui introduit les jeux de ce drama, elle est super intéressante parce qu'il y a plein de jeux qui sont super prenants et vous allez vous attacher à plein de personnages. Prenez le temps de choisir les personnages auxquels vous vous attachez parce qu'il y aura beaucoup de morts brutales dans la saison 1 quand même. La saison 2 va essayer de nous introduire l'univers en lui-même parce que finalement les gens essayaient de suivre coûte que coûte et les jeux de la saison 2 leur donnaient plus de break en fait pour qu'ils puissent essayer d'explorer le monde où ils étaient. Donc on va les voir essayer d'explorer ce monde alternatif là. Chaque saison était censée être associée à des types de jeux particuliers. La saison 3 c'était justement les cartes Joker qui étaient de sortie. Donc on ne savait pas forcément à quoi s'attendre dans cette saison là. Et pour donner mon opinion de go, j'ai beaucoup aimé cette saison 3 parce que j'avais l'impression de revoir la saison 1 en fait. J'avais beaucoup aimé la saison 1 pour les jeux qui étaient super flippants, super tordants, super prenants et qui faisaient super peur parce que voilà, on était là à courir pour sa vie et c'était vraiment des émotions qui étaient très fortes qu'on nous faisait ressentir à travers les personnages qui étaient dans la saison 1 et à travers les jeux et les systèmes, les mécanismes de réflexion qu'ils essaient de développer pour essayer de rester en vie de coûte que coûte. Et cette saison 3 m'a redonné cette impression de saison 1 là, avec ces jeux mortels là, avec les réflexions qui, voilà, était quand même bien amenée. La saison 3 n'était pas nécessaire dans le sens où l'histoire, la manière dont on retrouve les personnages replongés dans cet univers là, c'est un peu bancal. Mais en soi, j'ai beaucoup aimé les jeux qui finalement étaient tout aussi intéressants que la saison 1. Ils ont essayé de nous faire quand même des petits clins d'œil en nous remontant des personnages charismatiques de la saison 1 et la saison 2 vite fait. Et puis finalement, il y a des questions auxquelles on a des réponses, mais sans vraiment avoir des réponses comme d'habitude dans Alice in Borderland. Je vous l'avais déjà dit que la saison 2 apportait beaucoup de réponses, mais quand même, il y avait des choses, des zones d'ombre. La saison 3 était censée apporter la réponse sur le Joker. Finalement, on n'était pas vraiment sûr de la réponse qu'elle a apportée finalement sur ce Joker-là. Mais en soi, j'ai passé un bon moment. Je me suis pas ennuyée du tout. Le fait qu'on soit sur 6 épisodes de 55 minutes, vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Les jeux étaient efficaces.
on s'attachait à certains personnages, à d'autres pas. Donc voilà, on avait des choix au niveau des équipes qui se faisaient, on avait moins de personnages que dans les saisons précédentes. Et honnêtement, j'ai passé un bon moment, j'ai pas vu le temps passer comme je le disais plus tôt, et voilà. Ça conclut bien la trilogie, j'espère bien qu'on s'arrêtera là, parce que on a cru comprendre qu'ils allaient peut-être essayer de relancer ça dans le monde US. Pour moi, Alice in Borderland, c'est japonais, laissez le truc tel qu'il est. Moi, j'ai fini personnellement Alice in Borderland avec cette saison 3. S'il y a une autre saison qui est américaine, je ne pense pas la regarder. Et globalement, j'ai envie de vous faire une vidéo review de toutes les 3 saisons pour pouvoir vous donner mon impression générale sur tout le drama. Le deuxième drama que j'ai regardé, c'est Karma. C'est un drama coréen de 6 épisodes de 50 minutes. Et en fait, on va être sur un thriller, suspense. Enfin, c'est un thriller un peu psychologique et on va être sur une thématique liée au karma finalement. En fait, on va suivre plusieurs personnages en fait à travers ces 6 épisodes-là qui n'ont aucun lien l'un avec l'autre normalement. Hein. Mais en fait, on va les suivre dans leur petit bout de vie, dans ce drama-là et ce que vous allez comprendre finalement au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes, c'est leur interconnexion, même si elles ne semblent pas aussi apparentes que ça. Donc, on va suivre des personnages qui, normalement, ne sont pas censés se croiser, ne sont pas censés se connaître, qui finalement sont liés par un secret. Tout ça, il y a un petit fil rouge qui entremêle leur vie et qui va conduire certaines personnes à leur perte et va être finalement aussi le fil de la revanche pour certains. Donc vraiment, c'est un drama que j'avais commencé. J'avais commencé l'épisode 1, je savais pas trop vers quoi on allait. L'épisode 2, j'avais commencé un peu à m'ennuyer. Et quand j'ai fini l'épisode 3, je me suis dit, oh boy, heureusement que j'ai continué. Parce que honnêtement, ça aurait été un gâchis de passer à cause de ce drama. Parce que vraiment, il s'est passé tellement de choses dans ce drama auquel je ne m'y attendais pas que finalement, je l'ai trouvé super prenant. Surtout sur la seconde moitié du drama, on en prend plein la vue parce que du coup, c'est petit à petit qu'on vous montre les interconnexions des personnages. Et quand vous arrivez vers les interconnexions un peu tordues qui entre les personnages, vous dites « Ah mince! Ah, c'est à cause de ça que ci et ça ». Donc les moments, on commence à comprendre en fait le fin mot de cette histoire globale, de ce fil conducteur en ces personnages-là, et le moment où on apprécie vraiment ce drama. Donc, si vous avez commencé, que vous êtes arrêté, accrochez-vous à la fin de l'épisode 3, vous allez comprendre pas mal de choses. Et honnêtement, moi, j'ai passé un bon moment. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Et en plus, je retrouve dans ce drama 2 acteurs que j'aime beaucoup, honnêtement. Honnêtement, ils jouent trop bien comme d'habitude. L'histoire, elle est super prenante. Quand on commence à s'accrocher, on comprend un peu le principe de l'histoire finalement. Il y a plein de personnages qui ne vont pas vous laisser indifférents. C'est-à-dire que quand on a commencé le drama avec le personnage un peu loufoque du bandit, en fait, sans foi ni loi, qui est prêt à tout, même à sacrifier son père pour se faire des sous. On commence avec des choses qui vont vous faire écarquiller les yeux, mais vous réalisez qu'en fait, il y a pire que ça derrière encore. Et c'est là que vous faites « Ah mince !» Ça, c'est vraiment un coup du karma quand même. Les dernières secondes que j'ai passées dans ce drama, je me suis dit « Karma dans ce drama. Ah !» Il fait son travail. Bref, c'était super intéressant. Donc, accrochez-vous, même si le démarrage est compliqué. Honnêtement, il est pas mal, ce drama du tout. Il est pas mal du tout. En plus, c'est un thriller qui est bien dosé avec... on change souvent de point de vue par épisode et chaque épisode va commencer à mettre des ramifications entre les autres personnages qu'on va suivre. Donc, honnêtement, accrochez-vous et honnêtement, vous allez passer un bon moment normalement. Alors, le troisième drama que j'ai fini est Enigma. C'est un drama thaïlandais de 4 épisodes de 60 minutes. En fait, j'ai regardé Enigma parce que Enigma 2 était disponible sur Netflix. Donc, je me suis dit, je ne peux pas regarder le 2 sans regarder le 1. Du coup, j'ai regardé Enigma tout court. Et on est vraiment sur... c'est un drama épouvante, drame. Et tout ça se passe dans une école, vraiment... On va être sur beaucoup de magie, de malédiction, de morts qui, eux, vont côtoyer des jeunes lycéens. Et honnêtement, l'intrigue qui se déroule au sein d'un lycée avec des jeunes lycéennes qui passent leur temps à étudier parce qu'elles sont sous pression constante. Elles veulent avoir le meilleur classement pour être dans les meilleures universités plus tard. On sent le stress à tout va. On sent la compétition qui est vraiment ardue. Et certaines essaient de se démarquer en mêlant de la magie à tout ça. Bref, ça va partir en couille. Il y aura pas mal... de situations très sanguines, hein, et on va découvrir un jeune professeur qui va arriver au lycée au même moment pour essayer de, voilà, d'aider à amadouer la situation et d'aider à comprendre ce qui se passe dans ce lycée de filles. Bref, c'est un drama qui, en 4 épisodes, fait ce qu'il a à faire selon moi. Honnêtement, on ne s'ennuie pas. L'histoire commence avec ces étudiantes, ces lycéennes qui vraiment sont stressées à mort, quoi. Honnêtement, c'est un truc de ouf. Elles sont plus stressées que des adultes classiques dans ce qu'elles vivent parce que ces moments-là vont déterminer leur carrière future et du coup, le stress est constant au niveau de l'école, au niveau des parents. En fait, on leur met la pression de folie
Et on va découvrir ces jeunes filles-là qui vont commencer à se lancer des sortilèges, vont commencer à se maudire. Bref, il y a pas mal d'images sanglantes. Et honnêtement, moi j'ai trouvé que c'était un drama qui faisait assez peur quand même, vraiment, parce que parfois on suivait les lycéennes tard la nuit, avec des moments de caméra, avec des jumpscares, avec des visuels qui étaient très troublants. Il y avait un visuel qui revenait très souvent et que je trouvais super beau parce que justement on sentait en fait cette touche artistique qu'ils ont voulu mettre sur le côté flippant de la magicienne. Et honnêtement, c'était des moments qui vous prenaient de coups et qui vous faisaient flipper. Donc voilà, vous aurez votre petit moment de frisson avec ce drama qui honnêtement est plutôt bien géré. Le seul hic pour moi, c'est que j'ai senti qu'ils ont essayé de vouloir glisser un moment amoureux entre la lycéenne qui va aider le prof à faire l'enquête et le prof en lui-même. Donc c'était un peu bizarre, honnêtement c'était super bizarre. Mais c'est vrai que le prof, il essayait de caler la romance à chaque fois qu'elle essayait de vouloir se profiler, il était là en mode mais quand même, le fait qu'ils aient essayé de faire glisser ça du point de vue de la fille, je me suis dit, come on guys, est-ce qu'on aurait pu avoir juste un truc de magie avec enquête sans qu'il y ait une romance bizarre? Parce que la jeune étudiante lycéenne, elle est pas majeure les gars, donc on se calme. Bref, c'est ça qui m'a dérangée, mais sinon honnêtement, j'ai bien aimé l'histoire, je trouvais qu'elle était bien gérée et honnêtement, c'était un drama qui parlait de magie d'une manière assez fascinante, ça faisait vraiment flipper quand même par moments. Il y avait plein de trucs bizarres que je voyais, il y a des visuels qui vont me rester un bout de temps encore, un peu en tête, je crois, quand même. Alors, le quatrième drama, c'est Enigma de Black Stage. C'est un drama de 5 épisodes de 50 minutes. C'est un drama thaïlandais. Et on va être sur la suite de la saison 1 et on va être dans un drama qui parle de magie toujours. Là, on n'est plus à l'école, mais on est dans la vie courante. C'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire qui va se passer en plein milieu du showbiz, on va dire. On va suivre des jeunes filles qui sont en train de faire une audition de la vie ou de la mort. C'est-à-dire que si elles décrochent ce rôle-là, elles vont être une star adulée de tous. Du coup, elles se font des coups bas, coups de magie et tout ça à droite et à gauche. On va les suivre en mode télé-réalité pendant qu'elles essaient de se maudire, elles essaient de se faire du mal, toujours pour être celle qui a le plus de points dans la compétition et finalement être celle qui va être sacrée lead principale du spectacle qui est censé avoir lieu. Alors cette saison 2, elle est beaucoup plus flippante que la saison 1 parce que déjà, ils ne prennent pas de pinceau en fait pour vous dire est-ce qu'il y a de la magie? Ils vous disent d'or et déjà qu'il y a de la magie. Et les filles qu'on va suivre le long de ces 5 épisodes, en fait, sont des filles qui sont versées dans la magie noire. Elles sont là pour faire du mal et elles font de ces trucs. Il y a beaucoup de sang, comme d'habitude, parce qu'elles vont essayer, en fait, d'éliminer la compétition en essayant d'éliminer vraiment la personne. Limite, elles sont à ça, en fait. Et c'est d'autant plus prenant qu'on essaie de vous raconter ça sous format télé-réalité. Donc, vous les suivez pendant qu'elles font les filles qui sont contentes, heureuses d'avoir des adversaires de qualité, mais derrière elles font des coups de pute et elles se poignardent dans le dos à force de sortilèges, de malédictions. Honnêtement, c'était super prenant. J'ai passé un bon moment. J'étais flippée la plupart du temps, mais c'était assez jouissif. Vous savez, c'était un peu l'ambiance où vous étiez là à avaler les épisodes en me disant mais qu'est-ce qu'elles vont nous sortir encore ces filles-là? Et il y a beaucoup de visuels qui sont super flippants. Je le redis parce que en fait, elles essaient de faire une compétition pour un livre maudit. Et le livre maudit, en fait, est associé à une robe maudite qu'elles vont devoir mettre lors de la représentation finale. Et honnêtement, c'est très, très flippant. Honnêtement, c'est super flippant. Ouais, je vais garder beaucoup d'images dans ma tête pendant un certain bout de temps. Et honnêtement, c'était super flippant. Oula, quand j'y repense, c'était super flippant. Et l'histoire était bien gérée parce qu'honnêtement, j'arrivais pas à détourner les yeux. Je faisais qu'enchaîner les épisodes et je me suis pas ennuyée pour un sou. Honnêtement, pas mal du tout. Donc voilà. Le 5e drama fini, c'est Love Between Fairy and Devil. C'est un drama chinois de 36 épisodes de 45 minutes. On va être sur de la fantasy avec un amour interdit entre un démon et une fée. Alors, c'est un chien-chat de mémoire et je crois que j'avais déjà commencé à regarder ce drama il y a quelques années. Il est sorti en 2022, j'avais commencé à le regarder, je me suis arrêtée pile à l'épisode 1 à cause de l'actrice qui avait une voix tellement enfantine que ça me pompait le cerveau et ça me... Fast forward 3 années plus tard, je tombe sur un de ces dramas que j'ai regardé, que j'ai beaucoup aimé. C'est Love Game in Eastern Fantasy. J'en ai parlé sur la chaîne à plusieurs occasions, je crois. Et je me suis dit, ben, dans ce drama-là aussi, elle a une petite voix un peu enfantine, mais voilà, ça passe. J'arrive à me faire à l'idée. Du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de tenter, en fait, le drama que j'avais lâché en 2022. Donc, voilà, le drama Love Between Fairy and Devil, c'est un drama qui va parler, en fait, c'est un chien-chat. Et dans les chiens-chats, il y a toujours...
des plantes qui reviennent à la vie parce qu'elles elles ont accumulé de l'énergie pendant des milliers d'années. Il y a des gens qui, je sais pas, il y a des réincarnations à droite et à gauche. Bref, on est sur ce genre de vibe. Il y a un démon qui a été scellé quelque part. Une fée tombe dessus par hasard et le sort de sa prison. Le démon et la fée vont se retrouver liés par les émotions. Donc, le démon va devoir côtoyer la fille pour éviter qu'elle se fasse blesser parce qu'il ressent ses blessures. Donc, voilà. On est sur un bail comme ça. Un démon qui dit qu'il veut prendre sa revanche sur tous ceux qui l'ont emprisonné finalement, mais qui n'a pas le temps de le faire parce qu'il doit passer son temps à veiller sur la fée qui, du coup, est très faible et qui n'a pas forcément de pouvoir et qui ne doit absolument pas se faire trucider parce que lui-même, il mourra pas à la même occasion. Donc, on est sur ce genre de vibe quand les deux vont tomber amoureux, bien entendu. Voilà, donc voilà, c'est ça un peu l'histoire. Et la voix enfantine de la fille m'a... Ouais, c'était compliqué, mais j'ai tenu jusqu'au bout. Et je pense que foncièrement, je crois que les chiens-chats, j'ai du mal. Les chiens-chats à 100%, j'ai du mal en fait. Parce que récemment, j'ai aimé Love Game in Eastern Fantasy parce que ce n'était pas forcément un chien-chat. Non, c'était plus en fait de la transmigration mélangée à du wuxia que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand les gens ils sont là à explorer leur art martial, à essayer de s'améliorer, qu'il y a beaucoup de combats. Voilà, des combats qui ne sont pas que des envois de boules d'énergie, des combats où on a du corps à corps, on a du maniement d'armes comme des épées, des sabres et tout ça. Voilà, j'aime bien ce genre de vibe. Mais dans Love Between Fairy et Devil, c'est vraiment des envois de boules de feu d'énergie à droite et à gauche. Ouais, il y a des visuels qui sont assez sympas. On sent quand même qu'il y a eu des manipulations qui ont été faites. On sent qu'il y avait une intention sur certains plans et que voilà, il y a une histoire qui voulait être racontée. La romance, elle est cute quand elle démarre. Aussi, il y a pas mal de challenges que les amoureux vont devoir affronter pour pouvoir finalement être ensemble. Et oui, c'est pas mauvais en soi, mais c'est juste que j'ai réalisé avec ce drama-là que je ne pouvais absolument pas apprécier à 100% un chien-chat qui n'était que chien-chat. Il fallait qu'il me soit mélangé à un autre genre, comme le wuxia, ou à autre chose, mais pas que du chien-chat, quoi. Voilà. C'est bien de savoir ce qu'on aime dans la vie aussi, finalement. Donc, ouais, pas mal. Mais quand même, c'est un drama, globalement, qui reste pas mal du tout. C'est un drama de bonne qualité. Donc, si vous aimez les chiens-chats, voilà. Je pense que vous allez passer un bon moment parce que c'est un drama qui a de très bonnes critiques pour les fans de ce genre-là. Donc, voilà. Et puis, le dernier drama regardé, c'est Happiness. C'est un drama coréen de 12 épisodes de 70 minutes. On est sur de l'horreur, de l'épouvante, du thriller et les thématiques qu'on va avoir au niveau de ce drama sont liées. Et la grosse thématique qu'on aura au niveau de ce drama, ce sera une maladie qu'on va devoir contrôler assez rapidement parce que, voilà, il y a plein de gens qui commencent à la choper et qui sont super violents au point de... Voilà, mordre des gens, bouffer les gens, boire leur sang et voilà, et les trucider. Donc voilà, il faut contrôler ça très vite. Et dans ce drama, on suit un couple de flics qui se sont mis ensemble pour des raisons obscures pour avoir un appartement. En soi, il y a des émotions peut-être entre eux, mais peut-être plus dans un sens que dans l'autre. Et se sont mis ensemble pour collecter des points, pour être top dans la liste de ceux qui peuvent avoir un appartement dans un immeuble qui vient de sortir de terre. Donc voilà, ils aménagent dans cet immeuble-là, tout va pour le mieux. Sauf qu'il y a une maladie qui commence à se répandre petit à petit. À un moment donné, l'immeuble va se retrouver un peu coupé du monde. Voilà, on va les mettre en quarantaine. Et ce qui va se passer, c'est tout l'immeuble qui va devoir gérer, en fait, de vivre en quarantaine le temps qu'on soit sûr qu'aucun d'eux n'est infecté par la maladie. Et bien entendu, ça va partir un peu en couille parce qu'il y aura des gens qui seront infectés et qui voudront pas le dire parce qu'ils veulent pas qu'on les rejette et qui vont garder ça et qui vont transmettre ça à d'autres. Et puis voilà. Effet boule de neige, bien entendu. Et c'est ça qu'on va voir pendant que une romance va peut-être commencer en tête de flics là qui, voilà, se connaissent depuis pas mal de temps. Donc, honnêtement, on est sur un drama de créatures monstrueuses. Hein, donc, voilà. J'essaie de le dire de manière simple, mais on est sur un drama de créatures monstrueuses. Et c'est un peu comme des zombies, les créatures en question, qu'elles sont contaminées. Donc, c'est un peu une épidémie de zombies qui commence à voir le jour. Donc, on va voir comment les forces de l'ordre, surtout l'armée militaire, va essayer de gérer ça dans cet immeuble-là et dans la ville aussi où ça commence à s'étendre. Et honnêtement, j'ai passé un bon moment à regarder ce drama. Je m'attendais pas à l'aimer autant. Et je trouve le titre de ce drama très, très drôle. En fait, c'est drôle dans le sens où à chaque fois que un épisode commençait et qu'on vous glissait le nom du titre du drama au début de l'épisode, la scène que vous montrez pendant qu'on glissait ça, qui était une scène très, très loin d'être le titre du drama qui est Happiness. Vous voyez, en fait, on vous glissait Happiness au même moment où il se parlait des choses qui étaient loin d'être très happy. Elles étaient même pas du tout happy. Elles étaient pas du tout happy. On vous glissait le titre Happiness. J'ai trouvé ça tordant à chaque fois parce que chaque scène où on glissait le titre du drama était une scène de l'horreur. De l'horreur.
Et vous connaissez ce genre de drama où on est dans des situations comme ça, on est dans un huis clos, fermé dans un immeuble, et finalement, les monstres ne sont pas forcément les personnes qui sont infectées, mais plutôt les humains dans l'immeuble qui prennent des décisions très, très alarmantes, surtout pour les autres de l'immeuble. Donc voilà, on est ce genre de situation, et pas plusieurs fois, je me suis dit qu'ils auraient dû virer plein de gens de l'immeuble là, vraiment, les enfermer quelque part, parce que ces mêmes personnes créaient le plus de problèmes dans l'immeuble, à part celle des personnes infectées. Limite, c'était plus les humains là en question que j'avais ciblé. Il y en avait 2 comme ça, qu'on aurait pu enfermer à double tour quelque part. Leur pousser juste la nourriture le temps que la quarantaine se termine. Et ça aurait évité tous les dramas bizarres qui se sont passés dans le drama, quoi. Bref, la subtilité de ce truc, c'est qu'ils peuvent redevenir normaux, même après contamination. Donc parfois, on ne sait pas vraiment qui est contaminé. Donc voilà, c'est tout un jeu d'essayer de deviner qui est contaminé et qui ne l'est pas. Donc voilà. Et ça, c'est un jeu qui est assez prenant. Donc honnêtement, on passe un bon moment de manière générale. Voilà. Alors, en ce qui concerne les livres, j'ai fini Le Dieu caché de J.F. Dubeau. On est sur le premier tome d'une trilogie. Et honnêtement, on est sur de la littérature d'horreur. On est sur un peu de surnaturel avec une vibe thriller qui est mélangée. On va suivre les habitants d'un village qui est assez connu de manière assez glauque finalement. C'est un village où il y a pas mal de morts. Qu'on n'arrive toujours pas à élucider. Beaucoup fuient cette ville-là, mais ceux qui ont leur business depuis des années, qui ont grandi là et qui ont vécu là de génération en génération, n'ont pas forcément envie de partir, donc ils sont là pendant que voilà, des disparitions, des meurtres bizarres se passent dans leur ville. Et on va commencer l'histoire avec une nouvelle série de meurtres qui commence. Un personnage qu'on arrête parce qu'il est l'auteur de ces meurtres-là. Mais finalement, on se dit, ah, peut-être qu'il faisait ça pour contrôler une créature démoniaque qui, elle, était en avant, massacrerait beaucoup plus de personnes. Donc voilà, on est sur une enquête qui va commencer par la recherche d'un tueur en série, celui de Saint-Ferdinand, mais qui va escalader en chasse à la créature maléfique, qui contrôle, qui tue sauvagement, qui est là depuis plusieurs générations, qui est le secret caché en fait de cette ville-là. Donc voilà, on est sur ce genre de vibe. Et on aura plusieurs points de vue pendant qu'on évolue dans l'enquête. Et honnêtement, je me suis un peu ennuyée sur certains points de vue, j'avoue, mais globalement, tant que c'était les adultes qui avaient leur point de vue sur l'histoire, honnêtement, ça allait encore. Mais il y aura un shift quand on va se concentrer sur les ados, leur ressenti par rapport à ce qui se passe, parce que finalement, vu que c'est une trilogie, en fait, ils veulent passer le flambeau aux ados qui vont grandir plus tard dans la suite de la trilogie, de ce que j'ai cru comprendre. Et finalement, le livre 1, là, le volume 1, va se terminer un peu en mode... moi, j'ai trouvé ça un peu bâclé, parce que justement, ça se termine en résolution un peu bâclée, parce que c'est pas vraiment une résolution, et on sent qu'on veut nous pousser vers le tome 2, qui va nous donner plus de réponses, parce que le tome 1 ne donne qu'un dixième des réponses qu'on est censé avoir sur sur cette entité qui vivrait en fait dans ce village. Donc bref, on est sur du surnaturel et tout ça. Il y a des scènes assez graphiques, il y a des descriptions assez graphiques sur des massacres. Donc faites attention à vous si vous voulez le lire, parce que voilà, ça peut faire peur. L'histoire, je trouve qu'elle est un peu inconsistante. Parfois, elle est très bien et parfois un peu moins selon le personnage qu'on suit. Donc voilà. Voilà ce que j'ai ressenti globalement sur ce livre. Ensuite, j'ai fini Fantômes et Farfafouilles de Frédéric Brown, qui est vraiment un recueil de nouvelles que j'ai beaucoup aimé. On va être sur un recueil qui va mélanger fantasy, science-fiction, horreur, je sais pas. On est sur un mélange vraiment avec un large panel de SFFF. Et finalement, on a des nouvelles comme des supra-courtes nouvelles, des short stories. Et honnêtement, on passe un bon moment. J'ai aimé 95% des nouvelles de ce livre. Honnêtement, j'ai passé un bon moment. Je souriais bêtement. La chute me prenait toujours de court. Et honnêtement, j'appréciais toujours comment ça se terminait la plupart du temps. Parce que c'était tordant. Vraiment. On s'attendait pas forcément à cette chute-là. Et on avait le fin mot de l'émission était là en mode « Ah !» Il fallait y penser. Et honnêtement, on a ça pour quasi toutes les nouvelles qu'on a, quoi. Honnêtement, vous commencez un peu en mode, qu'est-ce qui se passe? Et après, vous êtes là en mode, oh, mais c'est trop bien cette fin, honnêtement. C'est bien géré, c'est bien écrit. Et honnêtement, les sujets qui sont abordés sont tellement divers que vous allez sûrement trouver votre compte. J'ai passé un très bon moment à lire ce livre et honnêtement, je le recommande les yeux fermés à chacun. Voilà, si vous avez envie de découvrir des nouvelles qui mélangent fantasy, fantastique, horreur, épouvante, thriller, enfin, il a tout mélangé et honnêtement, pas mal du tout. Alors, le troisième livre que j'ai fini, c'est La prophétie des vampires de Maggie Shane.
On est sur un roman fantastique, hein. Alors, on va être sur un livre de vampire. On va suivre l'histoire d'un jeune vampire qui est jumeau. Il a une sœur jumelle. Et c'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup, en fait, pour ce qu'il est. Il a des pouvoirs qu'il essaie d'utiliser à bon escient, mais voilà, il a du mal à accepter sa réalité qui est celle d'être un vampire. Il aura l'occasion d'accepter son animalité, son statut de vampire, quand une prophétie va apparaître et va dire tout simplement que la fin du monde des vampires est proche et qu'il faudra que lui ou sa sœur ils aident en fait à débunker le truc. Donc, on va le voir partir en quête avec une archéologue, en fait, des écrits pour trouver comment, voilà, contrer la prophétie et faire que les vampires survivent quand même dans ce monde-là. Donc, on est sur ce genre de vibe. On est sur un harlequin qui parle de fantastique, qui parle de vampires. Et quand on parle de harlequin en général, le fond va être une romance, bien entendu. Donc, c'est le cas ici. Et il y a pas mal de moments qui sont accordés à la romance, mais aussi pas mal de moments qui sont accordés quand même au débunkage de la prophétie. Honnêtement, j'ai apprécié le fait que dans ce livre, il n'y ait pas autant de romance que j'avais peur qu'il ait. Ce qu'il y aura après, je reviendrai sur le après parce que finalement, j'ai lu 2 livres de cette duologie-là pour essayer de conclure la prophétie des vampires et tout ça. Et honnêtement, c'est le tome avec le frère qui voilà, sauve des vies parfois, essaie de ne pas songer au fait qu'il est vampire, mais qui fait tout quand même pour aider sa communauté. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était bien géré. On a de l'empathie pour ce vampire-là qui ne s'accepte pas, mais qui fait tout quand même pour sauver les membres de sa famille, qui prend sur lui, qui prend sur ses traumas pour aider au maximum. Et on va le voir tomber en amour pour une archéologue qui a des appétences pour être vampire plus tard aussi. Donc voilà, je trouve que l'histoire était bien racontée à ce niveau-là. On avait une belle romance qui commençait, honnêtement, ça prenait petit à petit, on ne forçait pas le truc. Et c'était plus la prophétie qui avait le cœur de l'histoire finalement, et aussi c'était super bien géré. C'est un livre que j'ai aimé quand même, tellement que je me suis dit j'allais voir la suite, qui est l'histoire de la sœur jumelle de ce héros-là, qui déjà dans ce livre-là était une sœur, voilà, assez badass, qui bottait le cul de tout le monde, quoi. Donc voilà, j'avais hâte de voir sa suite à elle. Et justement, le 4e livre que j'ai lu après, c'était La malédiction des immortels de Maggie Shane, qui est la suite du livre précédent, qui va être concentré sur la sœur jumelle de notre héros principal, qui elle-même est vampire, mais qui, en fait, a la lourde tâche, en fait, de régler le problème que son frère jumeau a créé dans le tome 1. Voilà. Dans le tome 1, le frère malencontreusement, sur la fin, réveille une créature très très forte qui avait un pouvoir incommensurable, et cette créature-là décide d'elle-même de vouloir mettre fin à la race des vampires, et c'est la sœur badass qui va devoir gérer cette partie de la prophétie-là, parce qu'elle et son frère, c'est comme 2 faces d'une même pièce, donc l'un a créé, l'autre doit réparer, donc on est sur ce genre de vibe, et elle, en tant que guerrière badass, elle va essayer d'aller retrouver cette entité-là, cette vieille entité-là qui a pas mal de pouvoir et qui peut exterminer les vampires, et essayer de la combattre avec tous les pouvoirs qu'elle puisse avoir. Donc, c'est son histoire qu'on va suivre pendant qu'elle traque, voilà, le vampire originel, on va dire. Je vais l'appeler comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Et honnêtement, je me suis ennuyée sur ce livre, je suis désolée. La fille, elle était badass que dans le tome de son frère, parce que dans le tome 2, elle tombait limite amoureuse du gars au bout de 200 pages. J'étais là en mode, que même pas 200 pages. Le tome 2, honnêtement, j'ai trouvé que c'était dommage que la romance ait été plus poussée que l'action, que cette guerrière badass était censée, voilà, nous montrer et tout ça. Et ça m'a fait un peu de la peine parce que j'avais trouvé qu'il y avait un petit côté un peu amoral dans les décisions qu'elle prenait, juste parce qu'elle était amoureuse, parce que, vous savez, la vie de sa famille était en danger, mais elle était là à se jeter dans le bras de la personne qui, justement, conduisait sa famille à sa perte. J'ai trouvé ça un peu irresponsable et un peu immoral quand il a... Mais bon, il y en a qui doivent aimer ça, je suppose, parce que le livre est très populaire, il a été très bien noté sur Goodreads, donc ouais. Moi, en général, quand on me dit c'est une badass qui, voilà, elle met de côté ses sentiments pour faire ce qui est juste, moi, je vais sur ça et je me dis, bah, après, les émotions vont venir, certes, mais il faut garder un peu de logique dans ce que tu fais aussi, quoi. Et elle n'était pas forcément dans ce genre, voilà, de raisonnement, elle était plus dans mon cœur m'appelle, mon corps m'appelle vers lui, donc voilà, je le laisse faire ce qu'il veut, même s'il va tuer plus tard ma famille, non, je vais essayer de l'en dissuader. J'étais là en mode, bref, elle m'a un peu déçue. Et en général, quand j'ai du mal avec une héroïne d'un livre, voilà, je sors de l'histoire et voilà, je passe pas forcément un très bon moment. Donc pour moi, c'était pas une lecture bonne, c'était pas une bonne fin de duologie.
Alors, le 5e livre fini, c'est Mirror Bay de Catriona Ward. On est sur un livre, je ne sais même pas comment expliquer de quoi parle ce livre. C'est un livre qui parle d'un livre dans un livre. Je sais pas, c'est un peu du spoil, un léger spoil, mais quand même, c'est un peu ça. Rendez-vous compte qu'il y a au moins 4 polices dans cette histoire. Et les 4 polices, c'est pour signaler 4 choses bien différentes, bien distinctes dans l'histoire, qu'il faudra bien mélanger pour retrouver l'histoire originelle de ce livre. Je sais pas si ça vous explique de quoi ça parle. Bref, on est sur du suspense mélangé à du fantastique, mélangé à de la manipulation psychologique. Il y a un mélange bizarre, en fait, qui se passe dans cette histoire. Et toute l'histoire a commencé avec 3 jeunes adolescents qui passent des vacances dans un endroit qui s'appelle Whistler Bay et ça fait 2 ans qu'ils passent leur été là-bas. Le dernier été qu'ils passent là-bas va se terminer un peu en tragédie. Et tout ce qui s'était promis, c'est-à-dire rester amis à la vie, à la mort, jusqu'à la fin de leur vie, bah, ça va peut-être grandement partir un peu en couille. Bah, ça va éclater et on va se retrouver dans un mélange de crimes, de reconstitution du passé, voilà, de magie, de fantastique. C'est un mélange très, très bizarre. Et honnêtement, ce livre m'a fait beaucoup réfléchir pendant que je le lisais parce qu'il y a tellement de choses à prendre en considération pour essayer de comprendre le fin mot de l'histoire avant que l'auteur ne vous donne la réponse à la fin, bien entendu, parce qu'à un moment donné, il faut bien conclure le livre. Mais honnêtement, pendant tout le long de ces 400 pages, c'est presque 400 pages, j'étais là à essayer de me dire, il faut que j'ai la réponse avant que l'auteur ne me la balance sur la fin. Et je vous assure que jusqu'à la fin, j'étais pas à 2 doigts de penser que la fin, ce serait ça, quoi. Que ce serait ça, le fin mot de l'histoire. Donc, c'est un livre qui fait réfléchir. Et si vous arrivez à savoir de quoi parle ce livre avant la page 374 en particulier, c'est que vous êtes fort. L'histoire va démarrer avec des jeunes qui passent leur été, mais là où ils passent leur été, il y a en fait des disparitions mystérieuses. Il y a aussi un voyeur qui glisse dans les chambres d'enfants pour prendre des photos d'eux. Donc il y a un mélange entre un voyeur et des disparitions très suspectes qu'on pense vraiment, voilà, mortelles. Et ces 3 ados-là, sans le savoir, ils vont être la clé de quelque chose qui va dégringoler, qui va essayer d'apporter une réponse à tous ces mystères-là. Et dans cette histoire, la manière dont c'est raconté, c'est hyper prenant. J'ai passé un très bon moment à réfléchir en amont, à essayer de projeter, à faire des hypothèses, à essayer, voilà, d'avoir le fin mot de l'histoire avant l'autrice. J'ai dû lire la fin pour répondre à certaines questions que je me posais encore. Donc honnêtement, c'était très fort, je trouve. Elle m'a beaucoup fait réfléchir, l'autrice. Et apparemment, son premier roman aussi, il paraît que c'est vraiment un casse-tête comme pas possible. Donc, je pense que je vais essayer de lire son premier roman parce que voilà, ça donne envie en fait, ce genre d'univers. Je n'ai pas autant réfléchi depuis un certain moment, vous pouvez pas savoir. Et puis, le 6e livre que j'ai lu, que j'ai toujours pas fini de lire parce que c'est un livre qui est très long, mes amis. C'est un livre qui est super long. Ça s'appelle Lord of Mystery et en fait, l'auteur de ce livre qui s'appelle Cuttlish That Loves Diving est quelqu'un qui a écrit son livre en 3 parties, voilà. La première partie, c'est Lord of Mystery. Et Lord of Mystery, en fait, il a 8 volumes. Je suis au volume 1, qui s'appelle The Clown. Et le volume 1 à lui seul fait 1200 pages. Donc voilà pourquoi j'ai pas encore fini ce livre. J'avance lentement mais sûrement. En fait, je me précipite pas parce que l'univers est super dense. Super, super dense. Et c'est compliqué. Et il y a de la magie. Et en fait, on est sur de la transmigration des gens qui sont projetés dans un autre univers. Et on est sur un système de magie. On est sur des incantations. Et on est sur une enquête en fond aussi. Donc, honnêtement, c'est un large panel de trucs. Et la manière dont le monde est développé, oula, oula. Et j'ai des mots de tête, papa, rien qu'en absorbant, en fait, toutes les descriptions, tous les mécanismes de ce monde-là qui se met en place. Donc, honnêtement, c'est un livre que je trouve assez complexe. Je ne suis pas pressée, les traductions prennent leur temps. C'est un web novel chinois, donc le temps que ça arrive en Europe, il a fallu que ce soit très populaire déjà en Asie et que ça commence à être super populaire aux États-Unis pour que ça vienne finalement ici. Et honnêtement, les traductions prennent leur temps parce que je suis même pas sûre qu'ils aient fini de traduire en fait la première partie qui est Lord of Mystery. Je pense pas qu'ils aient fini de traduire ça. J'ai vu que 3 volumes en anglais, so far, disponibles en édition classique par des maisons d'édition agréées, je crois. Sinon, je pense que ce qui est disponible, c'est des fantrad jusqu'à la fin du volume 8. Mais sinon, je vois que 3 livres
officiellement traduit par les maisons d'édition, et vu que j'ai envie de soutenir l'auteur, voilà, je me suis lancée dans cette trilogie en attendant que les autres soient dispo. Et comme je vous le disais, on va être en fait sur un monde, c'est un monde assez atypique, hein. Un jeune homme qui s'essaie de la magie parce qu'il se dit que sa vie est foireuse et qu'il a besoin de se désenvoûter parce qu'il est maudit ces temps-ci, va se retrouver projeté en fait dans un univers auquel il ne s'attend pas du tout, dans le corps de quelqu'un qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Mais vu qu'il est dans ce corps-là, il aura les souvenirs de cette personne-là, il va devoir interagir avec le monde de cette personne-là en essayant d'enquêter avec ce personnage-là contemporain qui se retrouve projeté dans un monde un peu victorien avec un mélange de steampunk. Il y a un mélange très très atypique en fait. Si vous aimez le mecha, le steampunk, si vous aimez les livres de transmigration avec un mélange d'enquête, avec une vibe un peu Sherlock, vraiment ce livre serait fait pour vous. Mais il est long, donc voilà. Bref, voilà ce qu'il en est pour mon Halloween. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous trouverez dans voilà, ces dramas et ces livres des trucs à regarder ou à lire quand vous aurez du temps et que vous avez envie de passer des moments frissons. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez fait de votre Halloween 2025. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!